Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pros. Je me permets de vous souhaiter une très belle année. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, de plus en plus nombreux. CNews est la première chaîne d'infos de France depuis l'année dernière et ça se poursuit. On nous souhaite également le meilleur pour cette année qui s'ouvre. Une pensée pour nos auditeurs d'Europe 1, puisque nous sommes sur Europe 1 de 9h à 9h30. Très belle année qui s'ouvre pour Europe 1. Europe 1 qui fête ses 70 ans. Merci, vous suivez autour de cette table. Aujourd'hui, Emmanuel Macron à la recherche du temps perdu. Hier soir, le chef de l'État a annoncé qu'il demandera aux Français de trancher certains sujets déterminants dans le courant de l'année, lesquels il ne l'a pas précisé. Comment non plus ? Chaque chose en son temps, pourrait-on dire. Englué dans une crise politique depuis cette dissolution ratée, il l'a concédé hier, de laquelle il souhaite s'extraire. Emmanuel Macron tente de redevenir, disons-le, le maître des horloges, alors que depuis quelques mois, il subissait les événements et le temps qui passe. Certains élus le poussent au départ, le président de la République leur répond en ouvrant cette voie, celle du référendum. Il cherche à régénérer sa légitimité en s'appuyant sur le peuple. Encore faudra-t-il pour ce faire, après consultation, au pluriel, disons-le, l'écouter et lui répondre, car rien ne serait pire que de réitérer l'expérience malheureuse de 2005, première manifestation de cette fracture entre les élites et le peuple qui n'a cessé de s'élargir depuis, nous a conduit, n'en doutons pas, à la situation actuelle. Il est 9h01, le rappel des principales actualités avec vous, Mickaël Dorian. Bonjour Florian et bonjour à tous. Un adolescent de 15 ans est mort cette nuit renversé à Strasbourg. Un enfant de 2 ans a également été blessé à Lyon par un tir de mortier. La première nuit de 2025 a été marquée par plusieurs incidents également à Nice, Nantes ou Valenciennes. Le dispositif de sécurité hier soir était pourtant colossal. 90 000 policiers et gendarmes en France, dont 10 000 à Paris. Si chaque année amène son lot de nouveautés, 2025 ne fait pas exception. Plusieurs changements sur le plan économique entrent donc en vigueur à partir d'aujourd'hui. Baisse des taux des livrets d'épargne, revalorisation des pensions retraite ou encore augmentation du prix des cigarettes. Et puis l'année 2025 marque le 70e anniversaire de la naissance d'Europe 1. 70 ans d'actualité, d'émotion mais aussi de rire. C'est le 1er janvier 1955 à 6h30 que la première émission est diffusée. La première chanson entendue sur l'antenne d'Europe numéro 1 est signée Gilbert Bécaud. Depuis, la station n'a cessé d'émettre. Merci beaucoup Mickaël, on vous retrouve d'ici une petite trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Donc belle année et bon anniversaire pour Europe 1, les auditeurs d'Europe 1 qui sont en notre compagnie jusqu'à 9h30 et nous sommes exceptionnellement sur CNews ensemble jusqu'à 11h. Je salue mes invités en plateau, certains d'entre vous étaient d'ores et déjà présents hier soir pour commenter l'allocution du président de la République et les différentes allocutions qui ont eu lieu, celle de Marine Le Pen qu'on a beaucoup commenté également, Rachel Kahn, bonjour à vous, très belle année, vous êtes aux côtés de Sarah Salman, avocate, Georges Fenech également présent dès hier soir. Très belle année à vous. C'est le gentil Georges aussi ce matin. Oui. Il y avait le méchant Georges hier. C'est bon, le méchant Georges Fenech a été rangé au placard. Il est resté en 2024. Non, on est passé en 2025. C'est bon. Ah ouais. Éric Nolot, journaliste et écrivain. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. On reviendra sur ce qui s'est passé dans le courant de la nuit. Et Thomas Bonnet pour commenter l'actualité politique, journaliste politique au sein de la rédaction. Éric Nolot, vous êtes également en notre compagnie. Très belle année à Et on veut vous. à tous. Meilleurs vœux à tous, on nous souhaite le meilleur. D'ici quelques minutes, nous aurons très certainement les chiffres concernant l'audience d'hier soir pour l'allocution du président de la République. Alors à chaque fois, on la commente puisque les chiffres tombent aux alentours de 10 millions l'an dernier. C'était 10 millions l'an dernier, alors aux alentours de 9 millions, tout simplement parce qu'il y a les chaînes hertziennes, puis ensuite il y a les chaînes de la TNT, donc 9 millions, et ensuite il faut ajouter les chaînes info. L'Élysée a les yeux rivés là, sur les audiences, parce que c'est l'indicateur pour eux. Hein. Nous, on le commente forcément. Un peu numéro 1, oui. Ils surveillent ça de très près. Tout simplement pour savoir s'il y a une attente vis-à-vis de cette allocution inédite sur la forme. Mais moi, ce qui m'intéressait, on va beaucoup aussi tenter de faire ce qui a peu été fait, je trouve, depuis hier soir. C'est tenter d'analyser ce qui n'a pas été dit durant cette allocution. On a beaucoup commenté ce qui a été dit par le président de la République. Il y a énormément de sujets également qui n'ont pas été abordés et on y viendra dans le courant de cette émission. Mais avant cela, on va peut-être écouter le chef de l'État sur le référendum, puisque c'est la grande annonce
selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, d'hier soir. C'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Oui, comme pour les grands chantiers qui ont fait notre histoire et encore l'année qui vient de s'écouler, chacun d'entre vous est nécessaire pour bâtir une nation et une république plus belle encore. Ce qui est étrange, néanmoins, Thomas, c'est que l'Élysée, dans la foulée, a communiqué pour expliquer que ce ne serait pas forcément un ou des référendums. Non mais c'est ça, on comprend pas trop. On commençait à s'emballer, à se dire peut-être le peuple va pouvoir se prononcer sur des sujets déterminants. Il faudra d'ailleurs nous dire ce que ça veut dire, sujet déterminant, on va sans doute en parler. Et puis là, non, on nous dit peut-être convention citoyenne. La déception que ce serait d'avoir une convention citoyenne. On a eu une sur la fin de vie, une sur le climat. Pas dire que ça a été suivi des faits dans l'aspect concret de la politique d'Emmanuel Macron. La réalité, c'est que le référendum permettrait de trancher des sujets dont certains font déjà consensus aujourd'hui. Mais on connaît le champ d'application du référendum, il est très restreint. Donc finalement, on ne pourrait pas trancher. Je pense à la question de l'immigration, parce que quand on parle de référendum, on parle beaucoup de la question de l'immigration. En l'état aujourd'hui de notre Constitution, on ne peut pas poser de questions sur l'immigration. On va voir justement cet article 11 qui prévoit 3 domaines. Vous avez exposé ces domaines hier soir, Georges Fenech. L'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics et la ratification d'un traité non contraire à la Constitution, mais susceptible d'influencer le fonctionnement des institutions. Voilà, c'est la Constitution de la 5e qu'on va décrypter. Mais pour l'heure, il faudrait changer à cette Constitution pour pouvoir organiser, il est vrai, un référendum sur l'immigration. On en parle beaucoup depuis plusieurs années. Oui. Qu'en pensez-vous autour de la table de cette voie ouverte hier soir par le président de la République, Éric Nolot ? Cette intervention m'a laissé une drôle d'impression. Moi, j'ai l'impression que son mandat n'a jamais commencé, en fait, Emmanuel Macron. Je ne parle même pas du second, je parle du premier. Il est tout le temps dans une sorte de futur en disant « Alors là, j'ai trouvé, pour vraiment fonder mon action, vraiment quelque chose d'important. » Et puis, c'est les mêmes recettes, en effet, une convention citoyenne qui n'a rien donné. Et on se dirige quand même vers ce que Emmanuel Macron n'a cessé de faire en un mandat et demi, c'est-à-dire parler, quoi. Parler. Alors, il parle avec les gens, il n'en reste rien. Il fait semblant d'écouter, il est sorti comme ça, il a essayé de sortir comme ça de la crise des Gilets jaunes, de la crise avec les agriculteurs, et il n'en sort rien. Et quand même, on attendait au minimum une annonce tranchante. Alors non seulement l'ambiance a été extrêmement vague, extrêmement floue, mais en plus elle a été plus ou moins torpillée. Il n'a quasiment abordé aucun sujet. Non, rien. Après, c'était vraisemblablement écoutez, on est dans une crise démocratique quand même profonde, même si ce sont des vœux, c'est peut-être pas l'occasion de faire des déclarations fracassantes, mais qu'on en retienne quelque chose. On en est réduit, on va le faire dans quelques instants, à évoquer ce qu'il n'a pas dit plutôt que ce qu'il a dit. Il me semble que c'est révélateur en soi. Vous attendiez des choses et ça m'étonne. Moi, j'attendais rien et je n'ai pas été déçue. Vous voyez, c'est toute la différence entre vous et moi. La naïveté. Non, globalement, il n'a rien dit sur le référendum. Ça ne se fera pas. Et la particularité d'Emmanuel Macron, c'est que quand les Français votent, ils n'écoutent pas le résultat. Donc, j'ai envie de vous dire, on va justement, puisque ce matin, mais sur ce qu'il n'a pas dit, il y a beaucoup de choses. On s'est replongé dans les archives et j'évoquais dans mon édito ce qui a frappé et ce qui marque peut-être ce début de siècle pour nous, c'est ce qui s'est passé en 2005. C'est-à-dire qu'on évoque depuis plusieurs années cette fracture qui ne fait que s'élargir d'année en année. Mais la première manifestation de cette fracture en ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup cette expression, l'élite et le peuple, c'est 2005. C'est regarder dans un premier temps ce vote des Français et ensuite la réponse de Jacques Chirac. Le temps est venu de déployer notre projet pour l'avenir. Le projet d'une société ouverte sur l'Europe. Une société de justice, de croissance, d'emploi. Une société de l'intelligence, de la créativité, de l'innovation. En 2005, vous aurez l'avenir de cette Europe entre vos mains. J'ai en effet décidé que la Constitution européenne vous sera soumise par référendum avant l'été. Ainsi, vous, peuple souverain, serez appelés à choisir vous-même votre destin. Donc ça, c'était la proposition par Jacques Chirac
d'organiser un référendum sur la Constitution européenne. Et écoutez, le peuple a voté, le peuple a dit non, et écoutez la réponse du président de la République en 2005. La France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Pour autant, nos intérêts et nos ambitions sont profondément liés à l'Europe. La France, pays fondateur de l'Union, reste naturellement dans l'Union. Et je tiens à dire à nos partenaires européens et à tous les peuples de l'Europe que la France continuera à y tenir toute sa place dans le respect de ses engagements. Je trouve que c'est assez révélateur. C'est-à-dire, j'entends ce qui a été dit, mais comprenez qu'on ne pourra pas respecter ce vote populaire qui s'est exprimé dans les urnes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui. D'où peut-être cette prudence du président de la République de ne pas évoquer hier soir cette question précise du référendum. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, cet exercice des vœux devient de plus en plus difficile à mesure qu'on est dans un contexte, une période de surmédiatisation avec les réseaux sociaux, etc. Vous parlez des chiffres d'audience, certes, mais après, il y a le nombre de vues sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc bon, la comptabilité aujourd'hui n'est pas très précise compte tenu de notre contexte réseaux sociaux. Ensuite, je vais essayer, moi, en ce premier jour de l'année, de regarder plutôt ce qui m'a plu, parce qu'en réalité, il est très facile de dénigrer une prise de parole, et aussi dans notre contexte, avec cette forme d'individualisme poussé au maximum, on aimerait finalement que le discours du président de la République soit un discours sur mesure pour chaque citoyen, ce qui est une chose impossible. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est redonner la parole aux Français, et peut-être en creux, de dire en sous-texte que finalement le Parlement, avec cette bordélisation notamment de l'extrême gauche, n'arrive pas à faire son travail, et que les Français sont ces citoyens-là qui aiment la politique, qui aiment le débat public, ont envie d'être écoutés. C'est vrai qu'il y a une incompréhension, et on peut les comprendre de la part des Français, qu'ils voient qu'il n'y a pas de majorité, certes, on en parle depuis 2022 à l'Assemblée nationale, mais sur un certain nombre de sujets, et ils sont nombreux, il y a une majorité, non pas politique, mais populaire. Lorsque l'on voit tous les sondages, vous évoquiez tout à l'heure l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat, la réforme des retraites, on peut quasiment prendre tous les sondages des 5-6 dernières années, la laïcité sur les institutions ou autres, 8 Français sur 10 votent toujours pour la même chose. On a organisé je ne sais combien de sondages qu'on a publiés et diffusés à la fois sur Europe 1 et sur CNews. Georges Fenech. Il faut manier le référendum avec une main tremblante. Oui, vous avez raison. Non, mais vous avez raison de le rappeler. La voix de la sagesse. Parce que le Français a tendance à répondre à celui qui pose la question et pas forcément à la question. Voilà. Et ça devient un plébiscite ou non. Le général de Gaulle en avait tiré les conséquences, puisqu'il avait démissionné après son référendum raté de 1969. On ne légifère pas par référendum. Ça doit rester l'exception. Et là, comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on sent bien dans l'intention du président de la République une manière de contourner la représentation nationale pour s'adresser directement au peuple, si tant est qu'on ait bien compris ce qu'il a voulu dire, parce qu'il n'a pas employé le terme de référendum. Donc il faut être prudent et puis dire aussi que c'est un moyen limité de légiférer, parce qu'on ne peut pas faire de référendum sur un sujet de société, par exemple, ou sur la question de l'immigration, voyez-vous. J'ai regardé à nouveau tous les référendums, il y en a une dizaine. Depuis 58, oui. Depuis 1958, c'est essentiellement des réformes institutionnelles qui ont été adoptées. Ça a été le septennat qui a été rendu au quinquennat, ça a été l'élection présidentielle au suffrage universel direct, ça a été les accords de Nouméa, etc., etc. Il y a eu comme ça que des référendums institutionnels. Donc, c'est pas dans notre tradition. On n'est pas en Suisse, la France, voyez-vous. Donc, je prends que j'attends surtout ce que vous aviez dit tout à l'heure, dire qu'est-ce qu'il n'a pas dit. C'est ça qui m'intéresse. Et quel sera l'intitulé de la question posée ? Parce que la réponse à un référendum dépend beaucoup de la façon dont une question est posée. Donc, si on n'a même pas le sujet, c'est compliqué d'anticiper la question à venir. Non, mais moi, je prendrais ce qu'a dit Georges à rebours. Georges, bon, non sans raison, il faut
envisager un référendum d'une main tremblante. Ce qui devrait faire trembler le président, c'est de durer 3 ans comme ça sans qu'il se passe rien. Moi, je pense qu'il faut un électrochoc. Il faut un référendum ou quelque chose de fort. Ça ne peut pas durer 3 ans comme ça. Non. Sans majorité, avec un président... Hier, le roi n'était pas nu, mais enfin, il était très court vêtu, quoi. Il est vraiment au bout du bout. Là, c'est vraiment les dernières cartes de son jeu. Moi, je ne vois pas la situation s'éterniser comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose, et quelque chose de signifiant, pas seulement symbolique, de signifiant. Moi, je crois que le référendum est la seule solution. À moins qu'il veuille démissionner, mais ce n'est pas le genre de la maison. Vous avez parlé dans votre édito de Emmanuel Macron à la recherche du temps perdu. Moi, je dirais Emmanuel Macron toujours à contre-temps. C'est-à-dire que sa dissolution, elle intervient au pire moment, au soir d'une déroute électorale. Et là, il va peut-être faire un référendum au moment où il est au plus bas dans les enquêtes d'opinion, où il est plus affaibli politiquement, parce que dans un monde idéal, comme le général de Gaulle, il associe son sort au résultat du référendum et on en tire les conséquences. Là, on sait d'avance que s'il lie son sort au résultat du référendum, le résultat va être évidemment écrasant contre lui. Donc il ne peut pas... D'où cette petite subtilité à un moment donné qu'on a commenté hier, il dit sur des sujets. Oui. Pas sur un sujet, sur des sujets pour tenter justement d'avoir... soit l'organisation d'un référendum, soit l'organisation de plusieurs référendums. Il y a tellement d'idées qui ont circulé dans la Macronie, on va peut-être y revenir. À un moment donné, c'était il y a 1 an et demi. Les questions on évoquait cette idée-là. Olivier Véran était alors porte-parole du gouvernement. Il y avait l'idée du référendum, du préférendum et du pré-référendum. Oui. Non, mais il y a aussi on s'y perd un tout petit peu. Je le concède, Éric Nolot. Juste d'un mot sur le lien entre Emmanuel Macron et les Français. Je me suis replongé dans différentes allocutions ou déclarations du chef de l'État à travers les crises, notamment en décembre 2018. On est au moment des Gilets jaunes. Il fait une allocution à la télévision et déjà à l'époque, il dit qu'il veut voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc et que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. On n'a rien vu de tout ça. Les cahiers de doléances, de la même manière, n'ont jamais été lus ou exposés par le président de la République. Donc, il y a ce qu'ils souhaitent, il y a les vœux aux Français, puis il y a la réalité. Et les Français ne voient pas d'évolution dans la manière de gouverner du chef de l'État. C'est vrai que quand je disais Emmanuel Macron à la recherche du temps perdu, c'est presque Emmanuel Macron qui cherche à gagner du temps. Oui. En promettant l'organisation d'un référendum, en ne précisant pas... si c'est un référendum, un pré-référendum, un pré-référendum. C'est toujours cette stratégie de jouer la montre quand il faut. On va écouter ensuite Olivier Véran, l'ancien porte-parole du gouvernement. Aussi pour nommer un gouvernement, jouer la montre, c'est ce qu'il fait le mieux. On écoute Olivier Véran et on poursuit la discussion sur cette question. Vous pouvez faire plusieurs référendums espacés dans le temps, ou vous pouvez décider de poser plusieurs questions aux Français regroupées sur une seule journée. Ce que dit la Constitution, c'est que vous ne pouvez pas faire un seul scrutin avec plusieurs questions différentes. Bon, je pense qu'on peut peut-être s'inquiéter un tout petit peu sur l'organisation. On espère qu'il y a une idée qui est d'ores et déjà quasiment préétablie à l'Élysée. Oui, vous en doutez, j'ai l'impression, Thomas Bonnet, lorsque je vous regarde. Mais on verra ensuite sur les sujets. Le fait d'écouter les citoyens, ça ne relève pas simplement de la question du chef de l'État. Ça relève aussi de toute la responsabilité des leaders politiques. On a quand même le sentiment aujourd'hui, par rapport aux enjeux nationaux et internationaux qui sont les nôtres, qu'il y a énormément de citoyens qui prennent plus la responsabilité, au fond, que certains leaders politiques qui nous mènent quasiment droit dans le mur. Donc, on est tout à fait d'accord. C'est pour cela que lorsque l'on écoute les citoyens, et j'évoquais ces différents sujets, l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat, les retraites, on pourrait égrener, on pourrait presque faire une liste à la Prévert sur l'ensemble de ces sujets. Les citoyens sont d'accord. Il y a une majorité dans ce pays, contrairement à ce que l'on dit depuis 2022. On va peut-être regarder l'ensemble des réactions politiques assez rapidement, puisqu'on les a d'ores et déjà commentées depuis hier soir, puisqu'Emmanuel Macron annonce vouloir recourir au référendum, qu'il commence par un référendum sur les retraites. Là encore, tout dépend de la question qui est posée. Si on pose la question aux Français, souhaitez-vous rééquilibrer le système des retraites, souhaitez-vous permettre à la population dans 3 générations d'avoir toujours un système qui soit efficace? On peut comprendre que la question soit oui, que la réponse ne plaise pas forcément à l'ensemble de la population. On a vu également cette réaction de Manuel Bompard, ce qui est également à noter de la part des députés et plus largement de l'ensemble des membres de la France Insoumise. C'est le fait qu'ils ont réitéré de nouveau leur souhait de voir partir Emmanuel Macron. Cela a été fait de manière plus subtile du côté de Marine Le Pen. C'est des gens qui ne font jamais d'erreur, vous voyez, la France Insoumise. C'est des gens qui sont au-dessus, ils ne font jamais d'erreur. C'est des femmes et des hommes parfaits.
Voilà. Ce qui est terrible, c'est, et on aura l'occasion de commenter, c'est ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas, on le commentera un peu plus longuement tout à l'heure, tant que la parenthèse ne sera pas fermée, le courant d'air sera pénible, il faut finir le travail. Je ne sais pas ce qu'il souhaite lancer comme idée au sein de la population sur il faut finir le travail. Et on le sait, oui. Avec les 3 points de C'est une idée suspension. fixe, c'est une idée fixe. On peut y arriver. C'est un peu l'appel à l'insurrection, on l'a déjà commenté, c'était suite aux élections législatives de 2022, où là encore il appelait à une marche. On a retrouvé le tweet le 5 et 6 octobre 1789, il faisait le parallèle avec ce qui s'était passé en 89, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, elles ramènent le roi, la reine, le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre, ramenez Emmanuel Macron, ramenez la tête d'Emmanuel Macron. L'imaginaire révolutionnaire. Alors malheureusement moins celui de 1789 que 1793. Toujours moins. Toujours. Puis toutes les révolutions sud-américaines, je sais pas, des membres de la France insoumise qui passent pour avoir un portrait de Lénine dans leur salon. Moi, je trouve ça intéressant. D'avoir le portrait de l'inventeur du goulag dans son salon, je trouve ça intéressant, moi, du point de vue de l'imaginaire politique. Donc, il n'y a aucune surprise. Il s'adresse à son électorat qui est tenté par l'insurrection. Ce sont des gens qui sont en marge de la République, qui ne sont plus dans les clous de la République. Voilà. Comment vous expliquez... On parlait avec Éric Nolot du kitsch de Kundera, là on y est totalement, c'est-à-dire cette imagerie révolutionnaire, cette gloire à la guillotine. On voit aujourd'hui que sur Twitter, c'est une tête coupée par jour, quoi. C'est leur manière de fonctionner, c'est comme ça qu'ils font du buzz, et malheureusement c'est comme ça qu'ils ont des voix. On verra si ça perdure dans le temps, je ne suis pas sûr. Très sincèrement que leurs électeurs les suivent. Jean-Luc Mélenchon avait fait part de son admiration pour un gilet jaune qui s'appelait Drouet, parce qu'il s'appelait Drouet, Oui, c'est vrai. et qui était un des révolutionnaires. Donc vous voyez, ça montre bien. C'est Louis XVI à Varennes. Oui, absolument. Donc là, pour lui, c'était vraiment... Ouais. Mais ça plaît à leurs électeurs. Il y en a pas mal, certains à la France Insoumise, qui sont élus dès le premier tour. Vous prenez Madame Rousseau. Suite à la dissolution, il y a eu énormément de personnalités. Même avant la dissolution, il y en a chez la France Insoumise qui sont extrêmement bien élus. Et d'ailleurs, ils doivent toujours en faire plus pour satisfaire une partie de leur base militante qui en demande toujours plus dans la gradation de la violence. On verra si ça perdure dans le temps. Toujours le soutien du bloc central. Je rappelle quand même qu'aux dernières élections législatives, on a préféré, enfin pas moi, mais le bloc central a préféré s'allier avec la France Insoumise. Pas vous ? Pas moi personnellement, plutôt que d'avoir la possibilité de voir le Rassemblement national arriver en tête. Ce serait intéressant, parce que le retour aux urnes, ça peut aussi passer par une nouvelle dissolution cette année. Est-ce qu'à nouveau, on aurait une alliance, une coalition des contraires ? Est-ce qu'à nouveau, Gabriel Attal nous dira il faut plutôt glisser un bulletin LFI que Rassemblement national dans l'urne ? C'est vrai qu'il faudrait un jour s'attarder et décrypter l'ensemble des alliances, des désistements. Vous rappeliez, je crois, hier, le désistement d'un membre de la France Insoumise pour faire élire Elisabeth Borne contre un député du Rassemblement. Enfin, ça paraît invraisemblable, compte tenu ensuite des propos qui sont tenus et de la haine viscérale qui s'exprime dans l'hémicycle. Raison pour laquelle le président de la République aurait pu annoncer un référendum sur la proportionnelle, par exemple. Parce qu'on sortirait d'une partie des magouilles, pas toutes, mais en tout cas de ce genre des magouilles que vous Surtout que c'est évoqué depuis de nombreuses années. Moi, ce qui m'intéressait, et je pense ce qui vous intéresse également, vous qui nous écoutez sur Europe 1 ou qui nous regardez sur CNews, c'est ce que le président de la République n'a pas dit. C'est vrai que hier soir, on a beaucoup commenté son début de mea culpa concernant cette dissolution ratée. En tout cas, il est allé un peu plus loin que ce sur quoi il avait pu... sur ces paroles qu'il avait pu prononcer suite à cette dissolution. Jamais il n'avait été aussi loin. Allez, disons-le comme ça. Puis ensuite, on a beaucoup commenté cette idée de référendum, ce qu'on vient de faire depuis une petite vingtaine de minutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il n'a pas dit. C'est tous ces sujets qu'il n'a pas abordés hier soir. Est-ce que ça vous a choqué ou non autour de cette table, ces sujets qu'il n'a pas abordés ? Oui, Georges Fenech ? Oui, ça tranchait par rapport aux autres vœux traditionnels des ancien président, le fait qu'il ait mis en valeur nos réussites, les Jeux Olympiques, Notre-Dame, très bien, mais pas un mot sur la grande précarité, sur les 10 millions de pauvres de notre pays. Généralement, les vœux, c'est à rappeler la souffrance d'un certain nombre de nos compatriotes et dire notre solidarité. Il a employé le mot solidarité, mais il n'a pas parlé de ces quelques 10, certains disent 15 millions de gens qui n'arrivent même plus à vivre de leur travail, voyez-vous. Et ça, je trouve que ça tranchait par rapport aux autres vœux précédents. Mais pour moi, ce qui a manqué aussi, c'est aucun mot sur nos 3 otages. Voilà. Les 2 otages franco-israéliens et l'otage franco-algérien qui sont actuellement dans des geôles ou dans des tunnels. Et ça, je pense que c'était le moment aussi, peut-être,
de dire un mot en termes de solidarité vis-à-vis de ses compatriotes. D'autant plus qu'il avait fait, je crois, l'année dernière. Il l'an dernier, c'est ça. Et hier, j'étais chez Europe 1 et c'était la question que Michael Dorian me posait. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron aura un mot pour Boualem Sansal et les 2 otages qui sont détenus par le Hamas? J'ai dit, il ne se permettra pas de ne pas en parler. Pour moi, c'était évident qu'il allait le faire. Et je trouve que c'est particulièrement irrespectueux de ne pas parler des 2 otages français détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 et de Boualem Sansal, qui est français également. Donc ça, c'est pour la communauté juive, ça fait déjà un bon moment qu'Emmanuel Macron ne la soutient plus. Donc on n'a presque plus d'attente. Pour Boualem Sansal, la France se couche devant l'Algérie, et ça, on l'observe de plus en plus. D'autant plus compte tenu des propos récents de la présidente Tebboune. Peut-être dissocier les deux. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que les otages, comme vous l'avez dit, il en avait parlé l'an dernier. Il aurait été tout à fait naturel d'en parler à nouveau. Bien sûr, parce que là, ça montre qu'on les oublie. Absolument, ça montre qu'on sombre dans une forme d'oubli. Donc ça, c'est absolument inadmissible. En ce qui concerne Boualem Sansal, Emmanuel Macron ne s'est jamais prononcé à ce stade sur le cas de cet écrivain. C'était effectivement l'occasion de le faire. Je me fais l'avocat du diable d'Emmanuel Macron en l'occurrence. Peut-être que la diplomatie agit parfois à l'abri des caméras. La diplomatie a agi à l'abri pendant 15 jours, on a vu les résultats. Je suis de votre avis, mais peut-être que c'est peut-être ce qui anime aujourd'hui la prudence d'Emmanuel Macron. On a vu le résultat. Entre-temps, il y a eu un discours officiel du président Tebboune qui a insulté la France quand même. Et nous n'avons pas réagi. Que M. Boualem Sansal était l'envoyé de la France, l'imposteur envoyé. C'est quand même quelque part une insulte pour notre pays. Ça méritait. C'est vrai que c'était il y a 2 jours, il n'y a eu aucune réaction des autorités vis-à-vis de ces déclarations à l'égard de notre pays. La France ne connaît que la position couchée face à l'Algérie. Alors même que le président de la République, hier soir, disait qu'il faut apprendre à dire non, à s'opposer justement et à engager un rapport de force avec certains pays. Après, il y a des notions qui ont été évoquées par le président de la République hier soir, la notion d'unité, la notion de fraternité. Sauf que la notion de fraternité, elle ne se décrète pas. La notion de fraternité, notamment par rapport à la montée de la haine, orchestrée par clientélisme de la part d'une partie de l'échiquier politique, la question de la haine du juif, la question de l'antisémitisme, la question de la citoyenneté. La citoyenneté, ça ne se décrète pas. On ne naît pas citoyen, on le devient. Ce qui se passe au sein de nos universités, à Sciences Po, ce qui se passe au sein de l'INALCO, etc., qui est finalement une offense à notre histoire, une offense à notre héritage, une offense à la laïcité, etc. Moi, j'aurais bien aimé absolument que le président de la République creuse un petit peu plus ce qu'il y a dans la notion de fraternité, d'unité et de citoyenneté. Et on va dans un instant laisser nos auditeurs d'Europe 1 qui ont rendez-vous avec le club de Noël. Vous entendez le carillon, le célèbre carillon d'Europe 1 qui résonne. Le club de Noël présenté par Jo Young qu'on salue. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs d'Europe 1, enfin c'est plutôt je donne rendez-vous à Pascal Praud pour son retour sur les antennes de CNews après quelques jours de repos, qui sera là demain pour vous accueillir à partir de 9h. Quant à nous, nous poursuivons la discussion autour de ce plateau sur CNews. On marque une très courte coupure pub et on revient dans un instant.